ce cycle 2020 des petits-déj de l'agence. Alors, c'est non sans une certaine pression, émotion, parce que oui, c'est le dernier de l'année. Donc, en quelques slides et une vingtaine de minutes, comme le veut l'exercice du mardi matin, nous allons tenter alors deux choses. Dans un premier temps, de vous démontrer que la planification, l'urbanisme réglementaire n'est pas si austère que cela, hein, pour rester poli. Et dans un second temps, de vous inviter à regarder cet exercice de l'urbanisme réglementaire sous un autre angle, en se déplaçant légèrement donc avec Valérie. Alors avec cette slide, mon défi ce matin est de vous démontrer que la planification et l'urbanisme réglementaire sont passionnants. Si, j'y crois. Alors, donc, commençons en fait par quatre vérités hein, autour de la complexité des documents d'urbanisme. Car oui, c'est bien un domaine complexe à différents égards. Alors, c'est un domaine donc, qui concerne de nombreuses thématiques d'études hein, qui sont liées notamment à l'augmentation des enjeux. Donc, enjeux qui sont issus de la situation environnementale globale, donc à laquelle s'est invité ou rajouté le risque sanitaire cette année. Les aspirations citoyennes viennent aussi, entre guillemets, gonfler les sujets d'études, hein, à l'image du nuage de mots qui est en illustration. Et puis enfin, c'est aussi donc un domaine hein, qui connaît une évolution constante de la réglementation, rendant plus difficile ou plus aléatoire l'élaboration des documents commencés sous une certaine réglementation et qui changent en cours de route. Donc Valérie, si tu veux passer la slide suivante. Alors, complexité numéro 2, oui, c'est un domaine aussi qui s'inscrit dans un cadre composé de documents dits supérieurs qui donnent de grandes orientations. Alors, la prise en compte de ces documents dits supérieurs dépend évidemment de leur statut, que ce soit un document réglementaire comme par exemple le SRADET, élaboré au niveau régional, ou un document de référence comme par exemple le plan de prévention des déchets ou un atlas des zones inondables. Alors c'est vrai que cet encadrement peut laisser en fait un sentiment d'une marge de manœuvre un peu réduite qui peut sembler parfois un peu, peu motivante. Bon, mais pour autant, voilà, c'est le cadre. Slide suivante, s'il te plaît, Valérie. Le document d'urbanisme est effectivement un document aussi, je vais dire, énorme, parce qu'il est composé de multiples documents aux nombreuses pages qui doivent effrayer la plus petite comme la plus grande des forêts, tant la consommation de papier pour l'élaboration. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui, il y a un micro qui s'est activé. Il y a un micro qui s'est activé. Donc je disais, oui, le document d'urbanisme, en fait, est un dossier énorme hein, qui est composé de multiples documents, de diagnostics, de rapports de présentation, de PADD, de DO, qui doivent en fait effrayer la plus petite comme la plus grande des forêts, tant la consommation effectivement de papier pour l'élaborer est importante, mais qui rebutent aussi le moindre citoyen à se lancer dans la lecture complète du document, tant il est imposant. Slide suivante, s'il te plaît, Valérie. Et pour terminer, alors sans m'attarder sur la complexité numéro 4, mais sans m'attarder sur le temps nécessaire aux études préalables, c'est vrai que la procédure pour aboutir à un document applicable n'est pas si simple et si linéaire que cela. Et pour preuve, la situation des documents d'urbanisme sur le territoire de la région Flandre-Dunkerque, qu'ils soient SCOT ou PLUI, donc voilà, donc entre un document approuvé qui est non exécutoire et des PLUI en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'avis défavorables lors de leurs premiers arrêts, donc qui sont en cours de travail pour aboutir à un deuxième arrêt. Alors maintenant que j'ai brossé, c'est vrai, un tableau plutôt sombre, il me reste 3 slides pour vous démontrer tout l'intérêt de la planification stratégique
et des documents d'urbanisme. Donc, est-ce que je vais réussir mon défi? Ça, vous me le direz dans le temps d'échange. Alors, le premier argument, bah oui, parce que c'est hyper stratégique. L'acte ultime sur un territoire est bien la construction, hein, que ce soit pour des logements, pour des activités économiques ou autres, pour des équipements, etc. Mais pour aboutir effectivement à cette construction, il faut en amont penser, imaginer un développement encadré, certes, on l'a vu tout à l'heure, mais quand même rêver. L'argument numéro 2, pour démontrer que la planification stratégique et les documents d'urbanisme sont hyper stratégiques. Pour imaginer et penser un développement, il faut croiser les thématiques et définir un projet de territoire. Et c'est là en fait que la planification prend tout son sens, en accompagnant les élus dans cette responsabilité d'imaginer un futur heureux, répondant aux attentes et aspirations des habitants et ou futurs usagers du territoire. Mon dernier argument, c'est que pour que le projet de territoire, entre guillemets, se déroule, comme on le voyait sur la slide précédente, il faut élaborer des documents d'urbanisme qui, grâce à leur traduction opérationnelle, permettront développement et construction. Ils sont donc le fil conducteur de l'action publique multithématique, le bien commun d'un territoire. Et c'est sur cette démonstration que je laisse la parole à Valérie pour jeter un autre regard sur l'urbanisme réglementaire. Merci Isabelle. Vous m'entendez tous bien, j'espère? Oui. Bon, parfait. Oui. Donc, je reprends la parole après Isabelle qui vient de nous expliquer quelles sont nos pratiques actuelles en matière de planification. Et donc, la proposition que je vous fais, c'est bien d'ouvrir le débat et donc, pour ce faire, de se déplacer. On voit un certain nombre d'articles en ce moment qui parlent de la planification et du zoning tel qu'on le pratique aujourd'hui et qui nous posent questions, qui nous appellent à nous interroger sur nos manières de faire. Le cadre d'action dans lequel nous évoluons aujourd'hui, on le sait, est hérité d'une époque qui est très différente de la nôtre. Parfois, la planification limite un mouvement de transformation et de renouvellement de la ville et de nos territoires qui, nous le savons, vont de plus en plus vite dans un contexte, on le sait, qui est chahuté. Les enjeux relatifs à notre cadre de vie et au vivre ensemble sont gigantesques, tout comme les crises présentes et à venir avec lesquelles nous devons apprendre à vivre. C'est pourquoi le collectif Nouvelles Urbanités nous propose d'évoluer, de regarder ce que nous faisons, pour passer du projet urbain au projet humain, et notamment via 14 propositions, dont l'une d'elles est d'adopter dans les PLU une destination mixte, temporaire, à impact social et culturel. Sur l'espace public, l'urbanisme tactique, dont il a été question dans le petit-déj relatif à l'habitat et aux espaces publics, peut être une première réponse. Sur des bâtiments vacants, en attente ou non de projet, on peut aussi penser à des occupations temporaires, réfléchies ensemble grâce à des baux d'occupation temporaire signés entre partenaires. Un des exemples très connus que vous voyez ici sur la slide est le projet qui s'appelle Grand Voisin, qui vient de s'achever, dont le site vient de fermer ses portes, et qui était porté par 3 associations, Aurore, Plateau Urbain et Yes We Camp. Il existe d'autres projets comme celui-ci. On peut citer par exemple celui de Coco Velten à Marseille ou encore de Main d'œuvre à Saint-Ouen. On voit que ces projets sont portés en général par les collectifs qui sont hybrides. Plusieurs types de métiers, disciplines qui s'associent pour penser ensemble un projet humain. Je vais vous passer une petite vidéo pour vous présenter un autre projet qui, lui, est basé à Besançon et qui est porté par le collectif Hop Hop Hop. Alors, c'est là que je fais la petite manipulation pour passer donc, au partage, si j'y arrive, bien sûr. Alors,
Alors, a priori, il y a la vidéo, mais il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son, Valérie, c'est ça? tu dois activer le son quand tu partages. Oui, j'ai oublié, excusez-moi. Au moment du partage, tu as un petit Ouais, excusez-moi. bouton. Mauvaise manip. Je recommence. Des aléas du direct. Saint-Jacques à Besançon. Ancien hôpital, le site sera transformé en cité des savoirs et de l'innovation. En attendant, que faire? Et si au lieu de laisser les bâtiments en partie vides, nous les occupions temporairement avec tous ceux qui le souhaitent pour y développer des activités? Travailler, se détendre, flâner, apprendre, jouer, bricoler, se cultiver, il y a 1000 façons d'habiter un lieu et de lui redonner vie. Et c'est un peu dans l'esprit de ce qu'on a voulu faire lors de l'événement Hop tous à Saint-Jacques au mois de juin. Mais au fait, qui sont les Hop-Hop-Hop? Hop-Hop-Hop, c'est 3 architectes, une urbaniste et un designer. On s'est regroupés avec cette envie de faire vivre des espaces inhabités, un peu comme ça s'est fait au Grand Voisin à Paris ou à l'Université foraine de Rennes. Pendant 3 jours, des spectacles, des tables rondes, des concerts, des projections, des ateliers, une exposition, des visites. Hop, je reviens à mon propos. Donc, on voit que ces projets nous invitent à vous déplacer, c'est ce que je vous disais. On sait que les temps sont chahutés, sont incertains, les difficultés humaines, sociales et sociétales sont fortes. Et ces nouveaux modes de faire, on peut donc voir qu'ils considèrent le temporaire, des usages comme des modes d'occupation, et aussi la réversibilité. Elles se construisent au gré des initiatives les plus ouvertes, dans laquelle la notion de collectif fait sens, dans l'idée de mieux faire territoire, en faisant avec et non pour. Autre notion importante de ces projets, reconvoquer nos imaginaires et notre créativité, et mettre en récit ce qui se vit. L'idée qui est donc portée, c'est de faire autrement des projets qui soient utiles, solidaires et situés, dans lesquels l'impact local est fort. On voit que chaque projet est unique et part néanmoins de besoins fondamentaux que sont se nourrir, se loger, se réaliser, partager un espace du temps et de l'humain. Il favorise les interactions et la coopération entre tous ceux qui agissent. Il fonde aussi une nouvelle culture commune. Il participe donc à faire évoluer les pratiques, d'où l'idée de se déplacer.
Ces projets portent aussi en eux une dimension sociale et solidaire qui sont au cœur de leurs préoccupations. Ils offrent aussi un cadre favorable à l'implication citoyenne et je vais y revenir dans la slide suivante. Enfin, on peut voir qu'ils construisent ces projets un modèle d'économie et de gestion qui sont réactifs et agiles. On sait qu'ils sont créateurs d'emplois, ces emplois sont non délocalisables et ils promeuvent des activités économiques à forte valeur sociale qui contribuent au mieux vivre ensemble. Comme je disais, ce type de cadre, ce type de projet offre des conditions favorables à l'implication citoyenne dans la ville. Pour mémoire, le sujet avait été creusé lors des 39e rencontres des agences d'urbanisme il y a 2 ans, et notamment dans l'atelier Révolution collaborative et Nouvelle action publique. Dans un contexte de méfiance, de défiance parfois, il est donc question de renouer la confiance entre les élus, les citoyens, pourquoi pas autour de projets concrets où chacun peut trouver sa place. On trouve donc ici l'idée de mettre l'humain au centre de notre travail, de tisser les liens et de retrouver la confiance. Et l'idée d'être dans le faire, d'être dans ce qui nous met en action, nous met en position de contribuer et de nous engager. C'est aussi une invitation à lâcher prise, à se faire confiance, à oser, à expérimenter et à tâtonner. Pour mémoire, la 27e région est l'une des structures pilotes en la matière et la communauté urbaine a engagé un travail avec la 27e région il y a 2 ans maintenant. Être et se sentir légitime dans ses savoir-faire, pouvoir les mettre en partage au service du bien commun, ce sont ces idées qui sont avancées. Ce genre de projet, ce genre de démarche peut être une réponse possible aux objectifs affichés par France Ville Durable qui apporte une définition de ce qu'est la ville durable à la française, qui se veut être sobre, résiliente et inclusive. On ouvre donc ici la porte à une nouvelle culture de l'action publique, innovante, frugale. La raréfaction des finances publiques nous enjoint à travailler de manière plus transversale, à mettre en partage les savoir-faire et les compétences. Et le partage des compétences contribue en lui-même à regagner confiance. On voit donc à travers ces expériences 2 ingrédients fondamentaux qui font que le cercle s'ouvre, que le cercle qui se compose d'une plus grande diversité d'acteurs et d'usages est vraiment dans l'ADN et le côté bigarré en fait cette richesse. Autre point que l'on voit très clairement, c'est la question du sensible et notamment via la culture et la création artistique. Pauline Guinard, enseignante-chercheuse en géographie et à l'École normale supérieure de Paris, nous a récemment parlé de la géographie des émotions lors d'un petit-déj. Lors d'une balade exploratoire, nous avons pu renouer avec notre part sensible, exprimée à travers nos émotions ressenties lors de cette marche. On peut dès lors s'interroger sur la place laissée aux sensibles dans nos villes, dans nos projets. Comment peut-on réellement l'intégrer ? Eh bien, l'alliance de l'art et de l'urbanisme favorise, autorise et même légitime parfois la notion de sensible. On parle parfois donc d'un urbanisme culturel. Vivre des expériences sensibles, réjouissantes du territoire, peut favoriser le lien social, le sentiment d'appartenance et de vivre ensemble. On peut citer également le travail d'Emeline Bailly et de Dorothée Marchand du CSTB qui ont mis sur pied une recherche-projet nommée Fabrique active du paysage, dans laquelle des lieux ont été révélés par des interventions urbaines artistiques. Ce projet fait émerger le langage spatial du sensible, l'expérience sensorielle et émotionnelle des lieux et l'expression de concepteurs d'artistes. Ce projet dessine donc une approche urbaine plus sensible du territoire. Enfin, la notion de jeu n'est pas à sous-estimer. On n'a pas tellement le temps de regarder une autre vidéo, mais vous voyez le nom d'Olivier Grossetête qui est ici souligné. Vous pourrez retrouver le lien d'une petite vidéo qui montre ce que fait cet artiste dans l'espace public et sur lequel il mise vraiment sur le jeu comme source de plaisir et d'engagement. J'en arrive à la fin de ce petit exposé.
pour dire qu'en filigrane, il s'agit bien donc d'une invitation à ouvrir notre esprit sur d'autres façons de faire, au centre desquelles se trouvent les notions de commun, comme en parle Pascal Nicolas Lestrade, sociologue à l'université de Paris 8, et celle aussi, la notion très importante d'humanité. Petit clin d'œil qui, lors des 39e rencontres des agences d'urbanisme, avait lancé le slogan « Agence d'urbanisme, agence d'humanisme ». L'idée, c'est donc de faire place à l'intelligence collective, de lui faire confiance, de faire place à l'exploration, à l'inattendu, à la surprise, à ce que l'on peut appeler donc la sérendipité. On peut aussi faire place à la rencontre, aux rencontres, le fait de tisser des liens, de la confiance, de l'accueil, de l'hospitalité. On parle beaucoup du care, il me semble qu'il en a été question lors des rencontres des agences d'urbanisme de la semaine passée. Et aussi le fait de prendre le temps. Dans ce temps, chacun peut trouver donc sa place, peut agir sur les enjeux de transformation sociale et urbaine auxquels nous sommes confrontés. Les espaces publics et les bâtiments vacants ou partiellement occupés se prêtent à ce type d'expérience. C'est donc une invitation à habiter le temps et les espaces, à jouer avec la souplesse du cadre et des cadres dans l'espace et dans le temps. La question c'est, est-ce qu'à l'image de ces projets, la planif peut s'inspirer, peut se déplacer? Et je redonne la parole à Laurent.